Salut Léonard, bienvenue Bonjour, bonjour dans Vincent, Spider. merci. Mhm. Merci à toi de répondre à l'invitation, surtout que là tu sors juste de garde. Tu es donc chef de clinique, on dit comme ça, chef de clinique assistant à l'HAGP. Exactement. Est-ce qu'on dit encore comme ça? Ouais, tu vois, c'est un vieux qui parle. Donc chef de clinique CCA depuis 2 mois à l'HAGP. Tu as passé un an chez Virginie Lafarge à New York. On va y revenir sur cette magnifique expérience. Et puis, on parlera un petit peu de recherche scientifique. Mais je voulais parler d'abord de pratique. Alors, ça fait maintenant 2 mois que tu es CCA à l'HAGP. Qu'est-ce que ça te fait? Comment ça se passe? C'est quoi la semaine type? Tu es encore en vie? Je suis encore en vie, j'ai survécu. Non, déjà, je suis très content, très heureux parce que c'est quand même un super hôpital, un super poste. C'est très gratifiant. Bah, il y a beaucoup de travail, mais c'est normal, enfin, on s'y attendait. Et puis énormément de choses à apprendre, de progression, d'évolution. Donc non, c'est que du bonheur. Surtout que l'équipe, on la connaît bien, hein, c'est vraiment des gens adorables. C'est quoi exactement le parcours pour arriver chef de clinique assistant à la HGP? Quel est ton parcours? Comment ça a démarré depuis ta plus tendre enfance? Ma putain d'enfance. Alors moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, on va dire, parce que je suis arrivé seul dans le service. Donc après 6 ans de médecine à la fac, début d'internat, premier semestre donc chez M. Guy à Pompidou. Et en fait, après, ben, je suis repassé docteur junior et finalement chef de clinique. Donc, tu venais d'où? De quelle fac? De Bicêtre, Paris-Saclay. Non. Donc, élevé à Paris, né à Paris, élevé à Paris. Alors non, moi je suis né en Suisse et je suis venu en France quand j'avais 13 ans avec mes parents. À la base, j'ai fait des études de lettres, donc rien à voir, Hippocagne-Cagne. Et puis voilà, j'en ai eu marre, j'ai changé de parcours et puis j'ai recommencé depuis le début. J'ai refait un bac S et les 12 années de médecine, quoi. Ah, c'est vraiment très intéressant. Et la chirurgie, c'est quelque chose qui t'avait motivé d'emblée ou t'es tombé dedans? Comment ça s'est passé? Non, alors pas trop à la base, je voulais être néphrologue. Donc tu vois que c'est il y a quand même un petit écart entre les deux. Et puis finalement, j'ai fait des stages en chirurgie, ça m'a beaucoup plu. J'aimais beaucoup le côté manuel, pratique, on va droit au but. Et donc, chirurgie orthopédique. Et le rachis, à la base, je voulais pas faire du rachis du tout, je voulais faire des prothèses. Finalement, une fois que tu as fait du rachis, tout le reste a l'air un petit peu fade. J'ai dit, Ouais. vas-y, on continue là-dedans. C'est la spécialité qui t'a branché. Il y a une rencontre que tu as en mémoire en particulier. Alors, honnêtement, hein, c'est pas pour être démago, mais bah, l'équipe de Pompidou, j'avais bien accroché. Enfin, vraiment, Emmanuel Ferrero, Pierre Guigui, enfin, voilà, un esprit, on va dire, de la chirurgie. Puis le rachis, surtout, ce qui me plaisait beaucoup, c'est qu'il y a on dirait peut-être pas, mais il y a un vrai côté intellectuel. Il y a vraiment une réflexion à avoir. Chaque patient est différent, chaque colonne vertébrale est différente. Et il y a beaucoup de paramètres à ajuster et j'aimais vraiment ça en fait. Il y avait des gros potentiels en recherche. C'était pas que juste de la chirurgie, on opère sans réfléchir. Il faut vraiment se poser les bonnes questions avant d'aller au bloc. Ouais, c'est complexe, hein. Ouais, L'émotion, la douleur, la gestion de la douleur, même sur le plan anatomique, neuroanatomique, c'est une région qui est très particulière, qui est liée à tout le tronc, donc c'est assez exactement. Ouais. fascinant. Et là, en tant que praticien à la HGP, puisque ça y est, tu pratiques, globalement, c'est quoi ta semaine type? Tu as des blocs qui te sont attribués? Comment ça fonctionne, l'articulation avec les urgences, la consultation? Ouais. Alors j'ai un jour et demi de consultation. Moi, c'est le lundi et vendredi matin. Un jour de bloc froid le mardi. Un jour de bloc d'urgence le mercredi. Et après, j'ai 2 après-midi de off recherche et une matinée de visite. Donc c'est une semaine qui est bien équilibrée, avec quand même beaucoup d'activités chirurgicales. Ça, c'est vraiment super par rapport à d'autres centres. Parfois, c'est un peu plus difficile d'aller au bloc. Là, on a vraiment accès au bloc. Donc, t'as une plage de blocs programmée Ouais, à ton nom, et pour le coup, c'est toi qui opères avec un interne, j'imagine, ouais, en senior complet. Ouais. enseignant complet. Alors, du coup, ça, c'est aussi intéressant. Comment ils organisent la formation finalement des seniors? Il y a beaucoup de la cadaver lab, il y a beaucoup
j'imagine, de compagnonnage, bien sûr, parce que quand tu passes à la GGP, tu passes d'abord interne, donc tu apprends aux côtés du senior, mais comment s'organise le compagnonnage? Alors c'est vraiment une école de chirurgie, hein, c'est exactement ce que tu dis. Donc généralement tu passes plusieurs fois interne. Donc moi c'était une année de DJ, de docteur junior 2, où tu vas au bloc en fait avec les seniors, tu vois comment ils opèrent. Il y a vraiment une technique qui est, j'ai l'impression, enfin assez propre, Pompidou. Donc on te demande de faire comme ça. Après ils sont très ouverts d'esprit, donc voilà, tu peux aussi faire du mini-invasif. Enfin, il y a énormément de techniques qu'on peut tenter, se former. Et après, surtout, le gros bonus, c'est que tu peux toujours appeler à l'aide. Donc ça, souvent, voilà, quand tu as un doute, quand quelque chose que tu n'arrives pas à faire, que tu sais pas, il y a toujours un senior qui est dispo et qui vient t'aider au bloc. Ça, c'est vraiment précieux. Alors, c'est quoi le trésor? C'est quoi le secret de l'HEGP? C'est quoi la patte HEGP, à ton sens? À mon sens, la vraie réussite, je pense, c'est d'avoir fait très tôt un service full rachis, qui reste quand même, donc il y a deux équipes, un rachis et membre supérieur, traumato aussi, mais de dire, voilà, vraiment, nous, on se focalise sur une spécialité et on la pousse à fond pour vraiment voilà, faire quelque chose de sérieux et espérer les meilleurs résultats possibles. Moi, je pense que la grosse force, c'est ça. C'est quand même un hôpital qui est relativement moderne, donc on a un bon plateau technique, on a plein de spécialités sur place, et donc on peut faire des chirurgies lourdes et notamment en déformation, etc. Des choses qu'on ferait peut-être pas forcément ailleurs. Je pense que c'est ça. Et la variabilité des indications de l'HEGP, donc ça va du dégénératif très focal jusqu'à la grande déformation, ou c'est vraiment un service spécialisé dans la déformation? Non, non, alors on fait vraiment, vraiment de tout. Ben, certains chirurgiens quasiment que de la déformation, et puis peut-être les plus jeunes, justement, voilà, un peu de tout. De la traumato évidemment, mais du dégénératif, de l'hernie discale au spondy. Donc on couvre vraiment tout le rachis, de la tumeur, etc. Donc non, c'est vraiment complet, vraiment complet. Et vous vous êtes converti à cette grande tendance là, de ces dernières années à l'endoscopie. Nous, on ne sait pas encore. Je sentais la question. On est en train de passer le pas. Donc là, on a reçu l'ancillaire, donc on y va, on s'est formé, on a fait plusieurs ateliers, enfin vraiment chez Guillaume Longeant, etc. Donc on saute vraiment le pas et on commence, ouais. D'accord. Et vous allez plutôt passer en monoportal, biportal, vous allez essayer tout, et puis vous allez voir. Ouais. Là, pour le coup, c'est biportal. On a vraiment l'ancillaire du B, ouais. Ouais, parce que c'est vrai que moi, j'ai eu cette image pendant très longtemps de HEGP, puis avant de Beaujon, Pierre Guigui, de cette grande école de déformation, thoracolombaire et cervicale, avec de nombreuses publications. Euh, alors, le, en parlant de déformation, vous faites autant de déformation de l'adolescent que de l'adulte. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, je pense que c'est globalement équilibré. Traditionnellement, peut-être un petit peu plus adulte, mais Emmanuel Ferraud, qui est quand même ouais, une grande chirurgienne de la scoliosis hépatique, donc je dirais que c'est globalement équilibré. Ok. Après, il y a aussi énormément de chirurgie de reprise, qui du coup évolue, on va dire, en déformation de l'adulte, Ouais, c'est ça, hein. de facto. Des, Ouais. des déformations iatrogéniques, des doppler post-op, ce genre de choses. Et alors, c'est une école plutôt double temps antérieur-postérieur ou plutôt tout par derrière, ostéotomie L5, T10 Ça basse? dépend, ça s'adapte en fonction des patients. Ah, On s'adapte vraiment, enfin, mais il y a pas de problème s'il faut aller devant. On le fait et s'il faut aller derrière, enfin, généralement, si on peut tout faire par derrière, on fait tout, mais les devant, temps vous avez antérieurs, non, non, on un les fait sous. chirurgien, devant, vous avez un chirurgien vasculaire systématique ou vous vous débrouillez tout seul? Non, généralement, on fait seul. Et par contre, on avertit les vasculaires, voilà, c'est un gros chantier qui soit juste, enfin, au courant, si jamais il y a besoin, quoi. Et On pour n'a la pas vie de pour la comment? vie de service, vous discutez des dossiers chirurgicaux de façon hebdomadaire pour la semaine à venir, hein, vous avez un staff, hein. Alors, on a deux staffs. Il y a un staff de programmation, le mardi soir, où là, on revoit systématiquement tous les dossiers de la semaine d'après. Et on a un staff aussi, on va dire, un peu dossier compliqué du jeudi soir. Dossier compliqué, veille scientifique, où on va en fait discuter voilà, des gros dossiers, même si on a des doutes, etc., ou des choses qui demandent un petit peu plus de temps pour réfléchir. Comme ça, on a l'occasion en fait d'en parler
d'en parler sur les deux staffs. Ouais, je retrouve là ce qu'on vivait à Bordeaux avec le Mm. professeur Vital et c'est intéressant parce que c'était aussi le mardi soir et du coup on garde à Périgueux ce rituel du mardi soir et cette importance de réfléchir à plusieurs parce Ouais, qu'effectivement il faut que l'exécution chirurgicale, à mon sens, hein, soit la plus aisée possible. Et pour être aisée, parce que l'exécution chirurgicale, pour le coup, elle se passe vraiment tout seul devant le patient, alors avec l'aide opératoire, bien entendu, mais souvent seul avec le patient. Et pour avoir les idées claires, il faut que le plan chirurgical soit discuté en amont. Du coup, c'est un staff de programmation où ce sont encore les internes qui présentent les dossiers, vous les discutez, où ce sont les chirurgiens qui vont opérer, qui présentent les dossiers. Vous utilisez des logiciels de planification chirurgicale. Comment ça se passe? alors là, c'est généralement plutôt maintenant un peu les seniors qui présentent, un peu pour aller plus vite et puis pour fluidifier le staff. Tout le monde évidemment participe et a le droit de parole. Et alors on a bon, dans les outils de planification, donc évidemment le PAX, CARSIM, etc. On utilise surtout sinon Keops ou pour les grosses déformations. Très Mais oui, efficace. enfin, ouais, 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 exact. extrêmement efficace ce logiciel avec la vision 3D. Ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, peut-être que tu les as pas, mais juste pour information, toi, en tant que chef de clinique assistant, tu penses que tu vas avoir quoi comme volume de malades cette année à peu près en De programme? patients par année? Ouais, Alors en programmé, alors exactement en programmé, je sais pas. Je sais que mon collègue l'année passée, il a fait 500 patients sur l'année. Mais pareil, je sais pas du tout le pourcentage. Je pense que tu as évidemment plus d'urgence pour les chefs de clinique. C'est peut-être, on va dire, je sais pas, un tiers de froid pour deux tiers d'urgence. ouais, c'est ça. Peut-être un petit peu plus de froid, mais je pense qu'il y a aussi énormément de volume sur les gardes, les week-ends, etc., où on fait beaucoup de cas, quoi. Des volumes énormes. 500 malades, c'est sûr que au bout de 2-3 ans, 500 malades par an, tu sors, t'es quand même bien aguerri. Ouais, non, ça c'est vraiment un des gros plus de service, c'est que il y a de l'activité, quoi. On opère vraiment. Sur le plan de l'activité d'urgence, parce que c'est vrai il y a on sait pas trop exactement comment ça se passe à la PHP. C'est quoi exactement le jeu de la traumatologie sur Paris? Alors, nous, on a un centre de SOS Rachis, donc il y en a plusieurs hein, sur la paix. On a en fait un système de garde 24 heures sur 24, évidemment. Donc les centres nous contactent par téléphone, ils envoient un mail avec les informations, ils envoient les images, et après on les recontacte pour dire, bah voilà, ça c'est vraiment une urgence, faut la faire bien maintenant, on la revoit en consultation la semaine prochaine. On staffe tous les dossiers le lendemain, sauf les urgences qu'on doit faire dans la nuit. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive justement à drainer, on va dire, un peu un bassin de population assez large, quoi. Parce que ça peut tourner. Et après, en contrepartie, souvent, c'est que les patients retournent dans le centre dès qu'on a enlevé le drain, donc à J2, J3, parfois même avant. C'est ça, On donc vous arrive avez comme des ça à centres faire. primaires, vous avez des centres primaires qui vous contactent, souvent le chirurgien ou l'interne qui est dans le centre primaire. Et alors, c'est pareil, c'est toujours difficile à dire, mais vous avez une compétence de polytraumatologie. Ouais, ouais. Et globalement, quand vous prenez un polytro en tant qu'orthopédiste traumatologue, vous faites tout le lésionnel ou vous focus juste le rachis? Le rachis. Non, alors justement, donc on a les deux équipes. Donc il y a toujours un senior membre sup, un senior rachis. Et par contre, la traumatologie du membre inférieur, ben, c'est tout le monde l'a fait. Donc Ouais. on arrive à tourner. En fait, il y a toujours une astreinte, quelqu'un de garde. Et ça, c'est vrai que c'est aussi assez agréable parce que pareil, on peut vraiment se spécialiser sur certaines pathologies, on va dire, et pas devoir tout maîtriser, ce qui nous permet d'approfondir vraiment, bah, notamment le rachis sur le mini-invasif, l'endoscopie, etc. Je pense que ça demande quand même beaucoup de temps de formation, d'effort. Le fait de ne pas devoir en plus gérer donc, tout un membre, ça nous libère du temps, de la concentration, du stress en moins, etc. Ouais, là aussi, hein, cette hyper spécialisation, je pense elle est nécessaire. Il n'y a pas de porte des urgences à la HGP. De l'e-port, tu veux dire? Vous avez pas d'accueil des urgences à la HGP. Si, 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 Il y en a. si, on a des urgences et la salle de réveil, enfin les traumas, les polytros et les urgences. Ok. Et en fait, les polytros à la PHP, globalement, tu sais un peu comment ça fonctionne quand c'est sectorisé ou c'est suivant le remplissage de chaque centre. Alors c'est sectorisé initialement, enfin généralement ils essaient de prendre vraiment par secteur. Après on peut prendre parfois, enfin ils prennent des polytros de plus loin.
Ça peut aller à Fontainebleau ou dans le nord de Paris, même encore plus loin. S'il y a besoin, par exemple, de compétences, on va dire, partagées, du genre chirurgie plastique, un gros délabrement de membres, par exemple, ben, des fois, ils le prennent justement parce qu'on sait qu'on va avoir besoin des plasticiens, chirurgie thoracique, des choses comme ça. Donc là, oui, ils peuvent être amenés à prendre un peu plus loin que juste le secteur. Et en deux Et puis mois, là, après, bah, les rachis, c'est pareil, quoi. Ouais, excuse-moi. depuis début novembre, là, est-ce que tu as ramassé déjà un Polytro? T'as Ouais, ouais, on en a eu plusieurs. déjà eu des gros On cas? en a plein. Il y en a facilement, je pense, peut-être pas un par jour, mais un tous les, non, pas facilement, peut-être un par jour, ouais. Un par jour ou tous les 2 jours, quoi. Ah De ouais. gravité variable, des fois, c'est des polypockets, mais c'est souvent quand même assez grave, ouais. Alors, et pour terminer sur cette partie urgence, parce que ça aussi, c'est quand même très, très important dans la formation des chirurgiens, notamment des chirurgiens du dos. À peu près, tu verrais quelle part entre le néoplasique, la traumatologie et le dégénératif? Tu dirais 30-30-30 ou c'est difficile à dire? Je, je pense que c'est. Alors là, on est peut-être dans une période, il y a peut-être un petit biais de sélection là actuellement. On a pas mal justement de méta en ce moment. Voilà, de métastases qui arrivent un peu tard, on va dire, donc déjà au niveau compression, enfin, qu'on aurait peut-être dû opérer avant. Mais je pense qu'il y a peut-être quand même une plus grosse part de dégénératif, notamment avec le programme froid qui tourne quand même toujours. Et après, donc peut-être 50% de dégénératif et 25-25 au niveau trauma et tumeur, quoi. Donc ça, tu le vois, et c'est ce qu'on voit aussi hein, à Périgueux, et c'est vrai que je suis toujours assez abasourdi de voir que malheureusement, les systèmes de détection des métastases vertébrales en France, qu'on C'est soit à Paris, dans certains incroyable. Ouais, ou en province, sont pas au point. c'est incroyable. Ouais, je me l'explique pas non plus. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, hein, évidemment. Hein. C'est pas de la mauvaise volonté du tout, quoi, des collègues ou autres, mais je pense qu'il y a des gens ben, qui consultent pas, qui font peut-être pas leur suivi. Il y a aussi énormément, on en a vu plusieurs là, ces derniers temps, des dénis de maladies, enfin des patientes qui avaient des seins complètement nécrotiques mais qui consultaient pas. Et au dernier moment, donc le rachis est complètement envahi. Enfin, donc ouais, ouais, malheureusement, on n'est pas encore dans une médecine préventive suffisamment efficace, je pense. Et pourtant, il y a une RCP os à Paris. Ah oui, il y en a plusieurs, hein, quasiment dans tous les grands pôles, il y a des RCP. Et malheureusement, ça suffit pas, ouais. Ah, on espère que l'avenir euh, Avec l'IA, je te sens venir. va pouvoir nous aider un petit peu à dépister, parce que c'est moi aussi, Ouais, c'est toujours quelque chose qui, en tant que chirurgien, me désole quand je vois un malade arriver par appareil ou dans un état complètement ouais. délabré, en disant qu'effectivement, la perte de chance, elle est quand même maximale pour une étiologie qui, en plus, explose et est bien connue, et les systèmes d'IA vont pouvoir nous aider. Alors ça, c'était pour le volet de ta pratique. Alors maintenant, je voulais en arriver à cette année américaine, là, parce que tu as atterri à Paris il y a quelques semaines, donc tu as passé un an chez Virginie Lafage. Euh, comment, déjà, comment ça s'est passé? Comment s'est passé le contact? C'est Emmanuel qui t'a branché. Au départ, comment tu es en contact avec Virginie? Et quand? Alors c'est assez marrant parce que moi, depuis tout petit, enfin depuis socle, je pensais à une carrière universitaire. Et quand je suis arrivé à Pompidou en premier semestre, Emmanuel Ferraud m'a dit, écoute, si tu restes chez nous, si tu continues, nous on a un contact à New York, tu pourrais aller faire une année là-bas, etc. Et donc quand je me suis marié avec ma femme, dans son vœu de mariage il y a 3 ans, elle me disait, bah, je te suivrai à New York, etc. Donc c'est vraiment un truc, je connaissais pas Virginie, mais qui était dans ma tête depuis vraiment très 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 longtemps. Puis je l'avais rencontrée une fois à Paris. Et puis finalement, même un peu voilà, comme ça, j'ai envoyé un mail, est-ce que je peux toujours venir? Aucun problème, tu viens. Donc je la connaissais pas plus que ça, on va dire, avant. Et enfin, ça a vraiment été un coup de cœur, surtout humain, on va dire, mais aussi, enfin, évidemment scientifique, etc. C'était vraiment, je pense, une de mes meilleures années, quoi. Ouais. Vraiment une des meilleures années. On est parti en famille, donc moi, ma femme et notre fille, et ma femme, pareil, on n'avait pas envie de rentrer, on serait bien resté. C'était une année en or, quoi. Vraiment une année en or. Alors, mais c'est important parce que justement, ce critère humain, il est super important pour Virginie, j'en suis sûr, parce que j'y suis passé aussi.
Et globalement, au niveau style de vie, donc tu as débarqué, t'avais trouvé un appart avant, ça a été une galère pour trouver un appart, parce qu'en Alors plus, non, c'est ça. Alors ouais, bah ouais, c'est hyper stressant hein, de partir à New York comme ça. Alors j'ai eu énormément de chance parce qu'en fait il y a plusieurs choses qui sont très très bien goupillées. J'ai eu la chance d'avoir une grosse bourse, la bourse de la FICOT avec la fondation Paul Bento de la Matmut. Et donc c'était une grosse bourse donc qui a permis un petit peu voilà, de se déstresser sur le plan financier parce que New York c'est terriblement cher, mais vraiment on n'arrive pas à imaginer. Mais un croissant c'est 7 dollars, enfin c'est très très cher. Et puis l'autre chose aussi, c'était le logement qui est hors de prix. Et en fait, il y a un contact de l'hôpital qui gérait les appartements, on va dire, sponsorisés pour les internes, les chercheurs, etc. Et gros coup de bol, quoi. On a eu un appartement dans une résidence extraordinaire. Enfin, j'ai jamais habité dans un truc comme ça. On avait des portiers, il y avait une salle de sport dans la résidence. Enfin, vraiment dans l'Upper East Side, donc luxe de chez luxe. Et pour un prix, on va dire, très modeste par rapport aux appartements de New York, quoi. Enfin, cher pour Paris, mais ouais. Donc ça, incroyable. ça s'est vraiment bien goupillé. Et c'est là où on voit aussi l'organisation américaine. C'est-à-dire qu'il y a un mec, une femme qui est dédiée, un de ses rôles, c'est de trouver du logement pour ceux qui arrivent. Tu vois, là, cette capacité d'accueil, elle est incroyable. Ouais, ouais, non, ça vraiment, j'ai un immense merci. Enfin, alors pour le coup, vraiment, quand on parle parfois avec les FFI en France, etc., où on sent que c'est très compliqué de venir travailler, enfin, faut vraiment se bouger. Là, une fois que c'était démarré, il y avait des assistantes de direction qui m'ont envoyé tous les papiers pour les visas, l'assistante de recherche, pareil. Enfin, c'était, voilà, tout était pris en charge. Et au final, en fait, ben, ce qui semblait insurmontable, bah, c'est très bien passé, quoi. Très bien passé. L'administratif, ils sont tellement carrés sur l'administratif, je me Ouais, suis dit ça aussi. ouais, L'arrivée, boum, d'emblée, tu as tous tes badges, tous tes trucs, exactement. tous Ouais. les vaccins, là, tu passes une journée. Non, c'est incroyable. Et du coup, ta fille avait quel âge? Elle avait 3 ans, et Ok. donc elle a fait sa troisième année là-bas. Et comment ça se passe? Elle avait une nanny, dans ta femme bossait pas. Non, alors ça c'est la contrepartie, on va dire, c'est que ma femme a dû démissionner pour me suivre. Donc pareil, c'était quand même un gros sacrifice pour venir. Mais elle me dit qu'elle a vraiment pas regretté. Donc un grand merci à ma femme. Et elle a fait du homeschooling à la maison. Donc elle a vraiment appris à lire et écrire à ma fille. Enfin, elle a fait énormément de progrès. Et puis Ouais, parce je que, crois, enfin, qu'elles ont passé une année incroyable les deux, quoi. ah, ta Ouais. fille, elle sort bilingue. Alors bah là maintenant, elle nous surprend parce qu'on l'a remis dans une école bilingue et les acquis qu'elle a eu à New York, elle continue à les bosser. Elle comprend vraiment l'anglais. Et elle nous sort des vraies phrases, des conversations, etc. Ouais, Incroyable. non, non, c'était vraiment profitable pour toute la famille, quoi. Génial. Et alors, le lab, donc c'est plus le lab que j'ai connu moi, qui était le lab entre la 15e rue, la 2e avenue, en face du Langone à NYU. Donc c'était à Lenox-Hill. Ouais, Au sein de Lenox-Hill, donc il y a celui-là, je l'ai pas visité, j'avais visité HSS, mais j'avais pas visité Lenox-Hill. Ça reste quand même un espace partagé avec des chercheurs et des praticiens qui viennent de temps en temps. Comment ça se passe? ouais, c'est exactement ça. C'est un des trucs que j'aurais adoré. En France, on n'a pas vraiment ce système-là, en tout cas pas à ma connaissance. Il y a des laboratoires d'ingénieurs, mais aux arts et métiers, enfin dans des pépinières, des choses comme ça, ailleurs. Et nous, on est à l'hôpital. Alors qu'aux États-Unis, de ce que j'ai compris, en tout cas de ce qu'il y avait au Lenox Hill, c'est vraiment le chirurgien il a une idée, l'ingénieur a une idée, bam, ils viennent nous voir, on va les voir. Et en fait, il y a cette sorte de proximité chercheur-chirurgien qui est, à mon avis, super enrichissante. Et du coup, oui, c'était tout en haut, donc au deuxième étage, un grand open space où tous les chercheurs avaient leur ordinateur. On a chacun un poste de travail. Virginie et Renaud, chacun un bureau. Et on bosse tous ensemble. Il y a des réunions. Donc, on a plusieurs projets, enfin une tonne de projets qui sont définis, attribués. Et chacun bosse un peu dans son coin. Et puis après, il y a des temps d'échange. On va discuter. Mais je pense que c'était un peu comme toi à l'époque, du coup, Ouais, c'est mais toujours ouais, bien organisé, quoi. ça, parce que en plus, quand tu arrives, généralement, fin octobre, début novembre, bah, tu démarres, tu es tout de suite dans le bain, en réalité, parce que L'Abstract Season qui. ouais, c'est le début de l'abstract season. Alors, raconte un petit peu ton abstract season, ça c'est très fort.
Alors, c'était assez marrant parce que du coup, moi, je suis arrivé, alors ça aussi, Virginie, incroyable. Je suis arrivé en proposant déjà, on va dire, c'était pour ma troisième année de thèse de sciences, donc je suis arrivé un peu avec dans mes bagages des idées, d'articles, des choses comme ça. Puis Virginie, elle aurait pu me dire non, pas du tout, tu vas faire de l'éclipse sagittale, puis que l'équilibre sagittale. Je dis, non, mais c'est super intéressant, Je veux les écrire éléments sur sont. Snake. C'est ça. Et du coup, elle m'a dit, bah vas-y, continue, on va soumettre tes trucs, machin. Et du coup, donc l'Abstract Season, c'est la grosse période où en fait on publie, on soumet pour tous les congrès, on va dire, à la fois donc américains, mais un peu internationaux. Donc on cravache un petit peu à ce moment-là pour finir les abstracts. Donc ouais, moi j'avais un peu des. Elle m'avait quand même donné des sujets du laboratoire à bosser à côté. Mais sinon, c'était ça qui était génial, c'est que j'avais enfin du temps, on va dire, tu vois, pas de garde, pas de stress, pas de responsabilité clinique, donc que du temps pour la recherche. Ce moment-là, il est vraiment singulier. C'est extraordinaire. Il n'y a pas de permanence des soins. Et Ouais, t'as raison, il y a une liberté qui est totale, en tout cas de proposition qui est assez ouais, incroyable. Et ouais. alors, à l'époque, moi je me souviens, on était, allez, peut-être une quinzaine, je dirais. On était avec Emmanuel Ferrero, donc les deux Frenchies de France, parce il y avait un autre Français bar qui était là. Mais l'idée, c'était que il y avait quand même une grande majorité d'étudiants en médecine de très jeunes années américains. C'est toujours le cas? Alors ça, c'est marrant parce que je sais qu'il y en avait beaucoup avant. Moi, j'en ai eu surtout pendant l'été parce qu'ils faisaient leur stage d'été. Mais on en a eu que trois de mémoire, donc c'était pas non plus énorme. Ok. C'était surtout, on va dire, des fixes. Il y avait des chercheurs, alors surtout européens, Moyen-Orient, un Égyptien, un Libanais, il y avait une Albanaise, des Lettoniens, des Lettons. Je pense. Et donc en fait, c'était surtout ça, on va dire, un peu le gros de la force ouvrière. Quelques étudiants en médecine qui venaient aussi travailler. Et puis sinon, les vrais fixes, on va dire, donc Virginie, Renaud, Jonathan. Et, euh, et puis après, encore des attachés de recherche qui faisaient plusieurs centres, qui venaient de temps en temps. Mais c'était quand même un noyau dur, on va dire, qui était conséquent et qui restait stable sur l'année, quoi. Et ce qui Alors était là, super, parce que du coup, on tissait des liens, enfin, c'était vraiment des potes, quoi. Enfin, c'est assez incroyable parce que tu laisses totalement tes considérations religieuses, politiques, idéologiques ah ouais. vestiaires. America Baby, hein. C'est ça. Tout le monde dans le même sens, Ouais. avec le logo Lenoxy, ça c'est terriblement efficace. Euh, Comment tu as vécu la collecte de données sur ta session à toi? Comment vous avez collecté les données? À Lenoxy, il y a des tablettes, ça se passe encore sur papier. Comment ça se déroule? Alors moi, Contact avec ça? pour être honnête, j'ai pas trop été exposé à la collecte de données. C'était surtout, il y avait un vieil étudiant en médecine qui était là depuis un moment dans le labo, qui s'en chargeait. Plusieurs autres aussi qui faisaient des appels téléphoniques de patients et qui avaient donc des questionnaires sur un site, un logiciel de database. Donc c'était surtout comme ça qu'ils travaillaient. Et après, ben, pour les radios, bah, c'est toujours le même système, toutes les radios qui étaient collectées avec la SSJ. Et Renaud, on va dire, qui chapeautait tout ça au niveau des stats, du cleaning de la database. Donc ça, c'était complètement informatisé, ouais. Mais pour le coup, moi, j'ai pas vu de patients C'est pendant ça. un an, quoi. T'es pas allé à la J'avais beaucoup consultation d'internes pour la pédagogie, mais pas de patients, quoi. Ouais. pour rentrer les données. Parce que ce que je sais, moi, en tout cas, pour on continue à en discuter avec Bassel et Virginie, parce que ça reste un sujet brûlant, c'est en fait ces données, elles sont pas générées par le patient lui-même sur tablette en salle d'attente. Ça reste encore aux États-Unis un attaché qui vient voir le patient à la consultation et qui remplit un peu manuellement ces questions, ce qui est complètement hallucinant en 2025, surtout dans une structure aussi techno que ce soit l'Enoxil où on discutait, c'était à peu près la même chose chez Bassel à Providence. On Ouais. est encore sur une collecte de données qui est pas directement générée sur tablette par le patient. Ouais, c'est vrai. Alors après, je crois qu'il y a un truc chez les Américains que j'ai aussi compris avec plein d'autres choses, c'est ils disent toujours if it's not broken, why fix it? Tu vois, donc tant que ça marche, écoute, on va pas s'embêter. Alors paradoxalement, parce que des fois ils adorent les trucs de super technologie pour tuer une mouche, on va dire, mais là non, je pense qu'ils ont aussi ce côté, bah voilà, les questionnaires, on fait ça depuis longtemps, ça marche.
Ça coûte peut-être même moins cher d'avoir un étudiant en médecine, tu vois, qui rentre les Ouais. données. Mais je suis d'accord, il y a des trucs comme ça un petit peu. Mais c'est un peu toute la société américaine, hein. Moi, je payais mon loyer par chèque. Enfin, il y a des petits trucs comme ça où tu sens qu'ils sont un peu restés dans le siècle passé. Et à l'inverse, Ah, ils ont une une efficience technologie qui explose. Ouais. ouais, monstrueuse. Et ce que me racontait Bassel aussi, c'est en fait, il me disait, mais on a des ressources humaines quasiment illimitées. Pourquoi on va s'embêter à créer de la technologie alors que ce que tu disais, hein, alors qu'effectivement le Ouais. système fonctionne extrêmement bien maintenant. Euh, du coup, c'était quoi les sujets cette année les gros thèmes de l'abstract season? Vous avez sorti combien d'abstracts déjà? Et puis, quelle est cette tournée autour de quel thème? Si tu as le droit de le dire, hein, je sais pas si. Oui, oui, alors je pense que j'ai le droit. Alors par contre, le nombre d'abstracts qui ont été acceptés, et tout ça, je t'avoue, je ne m'en rappelle pas. Mais c'était surtout, enfin toujours, enfin principalement, on va dire équilibre sagittal. Beaucoup de travail aussi, tu sais, sur les nouvelles classifications de la lordose. Ouais, On va dire segmentaire plus que lordose globale, des choses comme ça. Toujours PGK. Enfin un peu les sujets qu'on connaît, mais non, mais toujours autant prolifique, quoi. Et surtout là, ils sont en train un petit peu d'agrandir. J'ai l'impression, par rapport à ce que j'avais lu dans la littérature, à ce qu'ils font maintenant, à des domaines de recherche peut-être plus pratico-pratiques, l'utilisation des drains, la psychologie du patient, tu vois, enfin des choses un peu moins radio-cliniques classiques, quoi. ouais, c'est sûr qu'il y a une vraie volonté de se diversifier. Donc, la SCJ, donc International Spine Study Group, 28 centres en Amérique du Nord, compris Canada et US. Tu as pu assister à une de leurs réunions, tu as pu assister à un de leurs brainstorming. C'est vrai que c'est un accès qui est assez limité. Moi, je me souviens, j'étais pas allé, mais Non, je suis pas allé non plus. Alors, je sais qu'ils y allaient. Alors, c'est tous les X mois. Je me rappelle plus exactement ouais, combien de mois il y a les réunions. 3 mois, je crois, quelque chose comme ça. Où ils font vraiment un meeting présentiel. Donc, en Arizona, ils prennent tous l'avion, ils se retrouvent. Pareil, c'est ce qui nous paraît délirant en France, tu vois. Mais genre, voilà, tous les chirurgiens prennent l'avion, ils se retrouvent quelque part. Ils discutent des différents thèmes. Mais non, moi, j'ai pas pu y aller à ceux-là. J'ai fait plusieurs congrès où il y avait quasiment tout le monde de la SSJ. ouais, Mais à leur réunion elle-même, non. t'as pu voir comment dire, les big boss, qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu en tires des enseignements maintenant que tu rentres en France, tu tires des enseignements de cette école-là, de ce style-là? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place en France sur le plan Moi, j'en tire universitaire? de la jalousie. Moi, je comprends pas pourquoi on n'a pas la même chose en France, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est délirant. Alors, je pense qu'il y a évidemment un problème, alors, un problème, on va dire. Il y a un truc financier, c'est qu'ils ont des ressources, comme tu disais, illimitées, enfin, quasiment illimitées, tu vois. On s'en rend pas compte. Enfin, c'est incomparable. Alors, il y a une force que j'ai l'impression qu'on a peut-être plus en Europe, et là, c'est le petit coup de pub. Enfin, c'est pas une DAO, mais je sais que c'est international, mais c'est l'open source, où j'ai l'impression que nous, on est très attachés justement un peu aux valeurs humanistes, de dire non, non, mais écoutez, voilà, on fait pas ça que pour le pognon, on veut aussi mettre à disposition de tout le monde. Et ça, on en parlait parfois justement avec les Américains, alors c'est pas du tout la mentalité, quoi. Voilà, Il faut faut qu'il y ait un bénéfice. ouais, Mais ouais, il faut protéger, il faut en tirer quelque chose. Tu fais pas, tu le donnes pas comme ça à la communauté, quoi. alors, Pas partout, hein, je caricature, mais non, bien sûr, mais c'est hyper intéressant parce que après, en France, partager des données patients pour faire avancer la science, on en est vraiment à un je stade sais. assez Ouais, embryonnaire avec la ouais. SSCR. Comment déjà, on en avait un petit peu parlé au départ, mais déjà, pourquoi l'open source? Qu'est-ce que l'open source? Quelle est ta définition de l'open source? Et pourquoi, quel est l'intérêt? Et comment on peut le mettre en place, déjà sur le plan régional, national, pourquoi pas continental et mondial. Donc l'open source, alors il y a plusieurs définitions, hein, open access, open source, c'est des définitions un peu précises, mais l'idée c'est de se dire que on le met en fait en non propriétaire en ligne, donc sur Internet. Alors si c'est des données patientes, des choses comme ça, évidemment avec l'accord, il faut que ce soit quand même dans un cadre légal et anonymisé. Mais pour tout ce qui était simulation ou produit ou idée ou software, c'est vraiment dire voilà, on l'offre à la communauté. Et alors l'open source, il y a un truc qui est différent un peu de l'open access, c'est qu'en plus les gens peuvent modifier
le produit, modifier le code source du logiciel ou autre. Donc c'est encore un pas plus en avant. Dire voilà, j'ai créé quelque chose, parce qu'il y a plusieurs degrés, quoi. J'ai créé quelque chose, je vous le donne, vous avez le droit d'utiliser, mais vous mettez mon nom. Je vous le donne librement, vous faites ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de le modifier. Ou alors je vous le donne et vous en faites vraiment ce que vous voulez, quoi. Donc le vrai open source, c'est quand même beaucoup de dons de soi, on va dire, parce que des fois, c'est des gros travaux qu'on fait sur plusieurs mois, plusieurs années, et qu'on donne gratuitement à tout le monde. Alors, moi, je suis persuadé, encore une fois, c'est un peu humaniste, etc., mais je suis persuadé que l'open source, c'est pour le bien public, quoi. Voilà. À mon avis, c'est vraiment un des meilleurs modèles qui fonctionne. Il y a plein d'exemples, hein. L'HTML, ça a été donné en open source, donc pas besoin d'avoir plusieurs types d'internet, des choses comme ça. Et après, ta question de savoir comment est-ce qu'on peut le mettre en place, bah, notamment pour le recueil de données, moi je pense que là, encore une fois, un des problèmes financiers, c'est que le chirurgien, il n'a pas le temps de tout faire. Et qu'en fait, eux, la force qu'ils ont, c'est qu'ils ont les ressources humaines du mec qui va faire le recueil de données, qui va les mettre en forme, qui va le donner à quelqu'un d'autre, qui va s'occuper du légal, etc., etc. Et après, l'envoyer à un autre centre qui va compiler tout ça. Et ça, en France, bah, il y a certains centres qui ont des arcs, qui ont les moyens de le faire. Dans les centres publics, c'est compliqué. Et donc, demander aux chirurgiens, en plus de toute la paperasse, de toutes les responsabilités, de mettre ça en open source eux-mêmes, je pense que c'est compliqué. Alors après, enfin, SpineDAO montre que ça se fait. La SRC montre que ça se fait. Mais je pense que d'avoir des petits coups de pouce comme ça humains, de dire voilà, on vous donne des ressources pour le faire, ce serait pas mal. Alors, en plus de ça, parce que moi je pense que c'est un sujet fondamental, l'open source, euh, il faut imaginer quand même, pour mettre une base de données open source, il faut standardiser la collecte et la structuration des données. C'est-à-dire que, euh, tout à fait d'accord avec toi sur le fait que c'est pas au chirurgien de le faire. Le chirurgien, il voit des malades, il opère des malades, il suit des malades, il diagnostique, il traite, il donne des avantages sociaux et c'est déjà une charge mentale énorme. Il faut en plus de ça qui se forme. Il faut en plus de ça en 2025, qui puisse avoir la possibilité d'évaluer ses pratiques et ses résultats patients. Je pense que ça aussi, c'est une vraie mission. Mais enfin, je trouve que le premier mouvement, le primum movens, c'est vraiment de standardiser la collecte de données et la structuration des données dans un même tableur CSV. Et Ouais. est-ce que tu penses que notre génération, on va le voir? Est-ce que tu penses que... Parce que sur le plan technologique, c'est quelque chose qui finalement paraît relativement facile. Sur le plan médico-légal et sur le plan de la CNIL et de la protection des données, on pourrait effectivement imaginer une grosse base de données complètement anonymisée, À la encryptée, Scandinave, ouais. voilà, avec des systèmes de permission, éventuellement système cryptographié de permission, mais une base de données anonymisée qui serait disponible pour tout type de chercheur. Comment tu vois les choses? Déjà, on est sur la même longueur d'onde quand on se dit que c'est un des défis de notre génération. Ouais. Et surtout, c'est marrant, mais ça fait. Déjà, moi, quand j'ai commencé médecine, on en parlait. Un registre patient national, des choses comme ça. Je pense que faut pas attendre que ça se mette en place par les pouvoirs publics, parce qu'il y a plein de belles initiatives, mais ça prend beaucoup de temps, notamment sur le plan légal, etc. Les initiatives, justement, SRC, SpineDAO, etc., c'est à mon avis ça qui peut vraiment faire changer les choses. Et après, c'est la diffusion, je pense, par les sociétés savantes, ce que tu disais, hein, la SFCA, la Softcode, voilà, d'en parler, de proposer. Et tu vois, peut-être que si ces sociétés donnaient justement les moyens de dire, écoutez, ça vous fait pas une charge de travail en plus. Vous pouvez même peut-être avoir un système de récompense. Alors, il y a les tokens, mais, ou autres, quoi, des abonnements revus, ou même financiers, ou fiscaux, enfin, ce qu'on voudrait. Mais oui, je pense que ça va se mettre en place comme ça. Alors après, est-ce qu'on va le voir, nous, peut-être pas à l'échelle de la SSJ, c'est sûr, mais on pourrait imaginer hein, quelque chose d'européen avec des centres volontaires et faire des énormes bases de données. Bien sûr, je vois Eurospine, hein, leur initiative Atlas, elle commence à faire un petit peu de bruit, mais c'est vrai que pour trouver un modèle qui en même temps est complètement, on va dire, painless, qui est complètement invisible par le chirurgien, qui fonctionne sur l'incitation et avec une Ouais, transparence, on pourrait ouais, utiliser la blockchain avec la transparence, le système de permission, le système d'incitation. Mais je pense qu'il y a avant tout aussi cette volonté humaine. Et c'était ça aussi chez SRC au départ, c'était de se dire on est une bande de potes,
Ouais, Et puis, comme on est une bande de potes et qu'on se connaît bien, on décide de partager toutes nos données, que ce soit les données démographiques, mais aussi les données de résultats chirurgicaux, les données de complications, les données d'échecs, de reprises. Ça, c'est ouais, quelque chose qui je pense, dans la génération de nos maîtres, était un sujet peut-être un peu difficile à traiter, alors qu'aujourd'hui, on parle de façon tout à fait ouverte de nos données, d'avoir ce noyau humain au départ, ouais. pour que ensuite la technologie, elle passe et que la confiance, justement, dans les sociétés savantes, ou aussi au niveau de l'industrie, elle arrive. Alors, par exemple, si on prend l'exemple de l'HEGP, la collecte de données, elle est faite de façon exhaustive chez tous les malades, elle est faite de façon qui suit des protocoles d'études. Comment ça fonctionne à la HEGP? Alors, on a surtout des protocoles en fait bien établis pour les déformations, parce qu'à la base, c'est un petit peu ça le noyau de recherche à Pompidou. Et après, on a une liste de patients, de données, enfin, pardon, de sujets de recherche avec des responsables qui sont encore une fois attribués, enfin, sur la base du volontariat. Et après, il y a énormément de travail aussi de recherche rétrospective. On va aller en fait revoir les registres, etc. Mais on est en train là d'essayer justement de mettre en place un registre un petit peu plus structuré, on va dire, sur le long terme, pour pouvoir faire du prospectif de manière vraiment rigoureuse, Ouais. notamment sur les urgences, etc. Parce que comme dans tous les centres de la PHP, on a des masses de données mais gargantuesques, sauf qu'elles sont pas toujours bien établies, mais c'est toujours le même problème, tu vois. Collecté, bien exploité. Et là, c'est pareil. Si on sort du cadre HEGP, donc j'imagine que c'est très protocolé. Il y a un petit peu il n'y a pas vraiment de plateforme logicielle unifiée. Il y a pas de lien entre les différents centres de la PHP et Non, que c'est des non. protocoles bien définis, multicentriques, quoi. Ouais, par exemple, tu vois, des tests d'interne, des choses comme ça, qui sont passés dans plusieurs centres, qui connaissent les chefs de service, qui vont dire, est-ce que je peux prendre votre base de données, celle-ci, c'est ça. Et du coup, on a un peu comme ça des sortes de bribes, de fragments de base de données. Mais c'est vrai que déjà, juste sur la PHP, si on avait une base de données sur tous les centres, on aurait des milliers de malades avec des très, très, très longs reculs, parce qu'on les revoit parfois à 10 ans. Et ça, c'était un des points forts on en parlait justement au labo. En fait, il disait, en France, la force que vous avez, c'est la sécu. Parce qu'en fait, les patients, même s'ils déménagent, parce qu'aux États-Unis, comme c'est fédéral, si le patient va vivre maintenant en Californie ou en Floride, on le perd, on n'a plus de data. Alors qu'en France, avec la sécu, on pourrait les retrouver n'importe où et avoir des registres très, 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 très longs. Et donc oui, moi je pense que, encore une fois, mais de toute façon, on le sait qu'en France, on est bon sur le rachis, mais on pourrait vraiment avoir des databases énormes, quoi. Ouais, mais c'est un appel. Et on voit, par exemple, le travail de Marc, qui prend cette base de données radiographiques de sujets asymptomatiques ou post-symptomatiques. Il en fait 5, 6, 7, 8. Je crois qu'il est à son dixième, Je crois qu'il en a fait 10 là, ouais. il est à son 10e article. Des articles qui Ouais, sont, qui sont, qui sont complètement disruptifs, qui apportent des choses qui sont extrêmement intéressantes. Et on voit la puissance du multicentrique quand chacun veut s'y mettre. Alors, sur le plan radiographique pur, c'est relativement facile parce que chacun a accès à son pack. C'est ouais. aussi contraignant, il faut aller chercher les DICOM, etc. Mais on peut les remettre. Je pense que la prochaine étape, c'est d'arriver aux données extramorphologiques, quoi, tout ce qui est démographique, qualité de Ouais. vie, données chirurgicales, données de complications, et ça va. Moi, je suis complètement optimiste. Ça va se faire, Léonard. Notre C'est bien. génération va le faire. Alors, en parlant, on parle de données, on parle de recherche. Mais j'ai parcouru un petit peu ton PubMed, il est impressionnant. Il y a plus de 15 références PubMed en 3 ans. Euh, si on regarde, en plus, c'est un spectre qui est relativement large, mais ça s'est un petit peu resserré. Et il y a deux, trois sujets dont je voulais te parler, deux, trois thèmes. Le premier thème, c'est l'éducation. Parce que je vois qu'il y a trois, quatre papiers sur l'éducation chirurgicale. Comment ça t'est venu? Qu'est-ce que c'est? Comment tu l'as développé? Qu'est-ce que tu veux faire avec? Alors ça, c'est vraiment, vraiment mon domaine de recherche qui me plaît et que j'ai poussé justement, c'est le domaine de ma thèse de science, c'est la simulation en chirurgie. En fait, moi, quand j'ai commencé à la base, à la toute base, quand j'avais 6-7 ans, à un moment avec mon frère,
on voulait être astronaute, puis pilote, etc. Et puis du coup, ben, les astronautes, les pilotes, moi j'adorais Thomas Pesquet, machin. Et en fait, ils s'entraînent tout le temps pour être les meilleurs. Et je me disais, mais c'est dingue, quand même, on fait une chirurgie, on fait un métier qui est presque autant à risque, alors peut-être pas autant, mais où vraiment, voilà, on a la vie de patient entre les mains. Et en fait, la formation, on dit, bah, vas-y, fais comme moi, tu te lances tout seul, etc. Et je trouvais ça incroyable. J'ai vu ensuite qu'il y avait des simulateurs qui existaient, géniaux, en VR, des mannequins en haute fidélité, etc. Tu les as 15 minutes dans les mains, puis après on te dit non, c'est fini. Je peux les acheter, machin. Ah non, non, c'est propriétaire, c'est Medtronic, c'est Stryker, etc. Et on vient faire ça dans un atelier. On a une école de chirurgie à Paris qui est super, mais pareil, trouver du temps pour y aller, c'est compliqué, il faut des autorisations, etc. Donc, en tout cas, à Paris, parce que je sais que dans d'autres villes, c'est pas pareil, mais à Paris, moi, en tout cas, j'ai trouvé difficile de se former si on voulait s'entraîner pour vraiment faire, et les Anglais, ils appellent ça du mastery learning, c'est-à-dire vraiment, tu fais une étape, une étape, une étape, à satiété, c'est bon, je la maîtrise, je passe à la suivante, je continue, je continue, je continue. Comme les pilotes, quoi, comme les pilotes, les militaires, enfin, voilà. Les gens Sur qui cadavre, hein, sont, au fer à moulin sur cadavre. alors ça, c'était au fer à moulin, mais je veux dire, tu vois, même que ce soit sur des os secs, tu vois, d'avoir vraiment suffisamment d'os secs pour mettre des vis, des vis, des vis. Allez, c'est bon, ça, je maîtrise, je passe à la suivante. La minectomie, et de faire comme ça, étape par étape. Et ça, en fait, on ne l'avait pas, parce que ça coûte trop cher, parce que c'est pas accessible, parce que c'est propriétaire, c'est pas en open source, tu vois. Et donc, en fait, il y a un marché, il y a des simulateurs, mais on n'y a pas accès. Et donc, toute l'idée de ce domaine de recherche, qui est foisonnant sur Internet, hein, il y en a plein, bien évidemment avant moi, c'était de se dire, ah, ben, avec les nouvelles technologies, on va pouvoir faire des choses moins chères, mais genre vraiment moins chères, ultra accessibles et les démocratiser à tout le monde, quoi, en open source. J'ai adoré ça, donc je me suis dit, bah, vas-y. Et je savais pas que c'était une science, je me disais, c'est juste, voilà, on fait ça pour s'amuser. Et en fait, non, il y a vraiment un cadre extrêmement rigoureux. Alors, c'est un peu des sciences humaines, mais très scientifique, d'évaluation justement des simulateurs, de la valeur pédagogique, etc. Oui, parce que ça touche à l'acquisition Ouais, des connaissances, donc ouais. il y a beaucoup de neurodynamie, mais et en même temps, puis ça touche à des technologies, parce que toi, chirurgien, si tu veux développer une solution logicielle VR, à qui tu t'adresses, comment ça marche, Ah, c'est ça, et c'est pour ça que généralement c'est propriétaire, parce qu'en fait, le chirurgien il a l'idée, mais généralement bah, on ne sait pas coder, on ne sait pas faire de la 3D, on ne sait pas programmer, donc il va aller voir une boîte ou il va aller voir un labo, il va aller voir quelqu'un, mais du coup il faut les payer, donc il faut avoir des frais, etc., etc., etc. Donc c'est des projets qui sont très coûteux et in fine, ben, on vend le produit. Et donc là l'idée, moi j'aimais bien, je suis un peu enfin j'aimais bien tout ce qui était ordinateur, etc. Donc j'ai commencé à moi faire du 3D pour moi comprendre déjà l'anatomie vertébrale. Je me dis, ah, ça m'a vachement aidé à comprendre. Je me suis dit, oh, bah, c'est dommage maintenant que ça peut peut-être en aider d'autres. Donc l'idée, ça a commencé comme ça. J'ai fait un petit site où j'ai mis des modèles, mais tout bête, tu vois, mais des modèles 3D, on pouvait tourner autour, zoomer, etc., sans devoir payer. Parce que pareil, en tout cas à l'époque, c'était pas si fréquent que ça, notamment des modèles de fractures pour comprendre la classification, des trucs comme ça. Et puis après, bah, ça s'est monté un peu crescendo. J'ai vu qu'on pouvait faire des petits jeux vidéo en ligne. Donc bah, je me suis dit, vas-y, on va tenter un petit jeu vidéo de Télif. Alors là, je le revois on va dire avec tendresse, parce que c'est hyper simple, tu vois, c'est un peu années 90, tout est pixelisé et tout, mais pareil, moi je trouvais, moi en tout cas, ça m'avait vraiment aidé à mieux comprendre. Et puis après, à New York, plein de temps libre. Et là, pareil, merci Virginie, parce que des fois, elle me laissait rester à la maison dans le tunnel pendant 3 jours de suite, où en fait, j'ai appris à faire de la VR, qui était quand même pas si simple que ça, parce que c'est quand même vraiment un autre environnement, il fallait comprendre. J'avais le casque VR, etc. Donc il y a eu plein de petits problèmes à résoudre avant de pouvoir le faire. Et où à la fin, bah, on arrivait, là c'est un produit qui est voilà, fini. Alors c'est pas un produit professionnel, hein, ça reste évidemment, je l'ai fait tout seul, quoi, mais on peut vraiment se balader dans le bloc opératoire, casser de l'os, mettre des vis, faire disparaître l'enveloppe du patient pour tourner autour de la colonne, voir ce qu'on a fait. Et le but de ce modèle et de tous les modèles, en fait, était de ne pas être bridé. Parce que souvent, quand on en parlait avec les coins internes, on disait, ah bah, ce simulateur, il est bien, mais c'est chiant parce qu'en fait, on est trop, on suit étape par étape, on est trop guidé, en fait. On a envie de pouvoir, voilà, avoir un petit mode où maintenant on fait ce qu'on veut, on peut tuer le patient, enfin, je dis en rigolant, mais on a license to ouais. kill, faire des erreurs, comprendre nos erreurs et voir si on le faisait en vrai, ce qui se passerait, quoi. Et donc là, le logiciel VR, c'est exactement ça. On peut faire ce qu'on veut, on peut faire des bêtises. Et dire, ah voilà, ok, j'ai cassé l'articulaire, j'ai mangé l'isthme, etc., quoi. C'est ce qu'on préfère dans les jeux vidéo, hein. Je me souviens de Ouais, Zelda, putain. ces jeux d'exploration, on préfère Ouais, un peu la liberté.
Donc, tu as tout développé tout seul, c'est-à-dire que tu es un pur autodidacte. Tu as poncé une masse de sciences et une masse documentaire pour apprendre à le coder, et tu l'as codé tout seul. Et là, actuellement, il est en bêta, il est, Alors là, pour l'instant, donc on va continuer l'étude parce que j'avais fait du coup une étude de validation avec des internes à New York, avec 21 internes, et là on va continuer maintenant à Paris avec les internes du service, donc de toujours voir en fait l'efficacité, on va dire, de ce simulateur. Et après, le but, bah oui, c'est de le mettre en open source sur GitHub. Ça veut dire que faut que je regarde un petit peu la façon la plus simple de le proposer, mais n'importe qui aurait un casque en fait qui tourne sous Android, ben, pourrait le télécharger et ensuite jouer avec. S'entraîner. Alors là, c'était une preuve de concept, mais après, le truc, c'est qu'on peut le faire sous des clous gamma, tu as une prothèse d'épaule. Enfin, il n'y a pas de. C'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de limite en fait. Tu vois. Faut juste du temps et ouais. on va en faire un token de propriété intellectuelle. Ça va être très très riche là, Léonard. On va discuter. Et alors les conclusions justement de cette étude, parce que il y a eu une présentation, je crois, à la SFCR cette année par Virginie sur la différence justement entre l'apprentissage cadavre, modèle, VR. Toi, tu penses qu'il y a un chemin optimal pour le jeune chirurgien? Est-ce qu'on est aujourd'hui, en 2025, encore obligé, entre guillemets, de passer par le cadavre? Est-ce que le cadavre, il a encore un sens ou pas? Alors moi, je pense vraiment, le cadavre, ça restera toujours le gold standard parce que ben, c'est ce sur quoi on travaille. Il y a même des équipes maintenant qui arrivent à faire des simulations sur cadavres reperfusés. Alors, nous, en rachis, ça ne nous concerne pas trop, mais peut-être par exemple pour les voies antérieures, où en fait, voilà, ils remettent une circulation extracorporelle, ils réchauffent le cadavre, donc on a du sang, il respire, ça saigne, etc. Donc on arrive à voilà, des taux de réalisme incroyables. Mais je pense qu'il y a une part de plus en plus grande maintenant des mannequins haute fidélité, Upsurgeon, réalistes, etc., qui nous permettent quand même en fait d'avoir un excellent rendu, on va dire, avant le cadavre. Et puis c'est vraiment une sorte de spectre, hein, une échelle où on va de gradation en gradation. Ben, le socle, pour apprendre à mettre des vis, il n'y a peut-être pas besoin d'un cadavre, on peut lui donner des os secs ou un petit modèle en 3D. Ensuite, quand on continue, etc., ben voilà, se former en même temps en réalité virtuelle, parce qu'on peut le faire autant de fois qu'on veut, ça consomme rien, etc., etc. Et chaque étape, en fait, nous prépare à la prochaine et nous permet de mieux apprécier la prochaine. Et que quand on arrive au bloc sur un premier cas, on se dit, bah oui, mais ça, je l'ai vu 15 fois avant sur plusieurs modules différents et sur un cadavre. Donc là, je comprends exactement ce qu'on va faire. Et on n'est pas paumé à rien retenir de la chirurgie, à se dire, voilà, c'était rigolo, mais j'ai rien compris, quoi. Et donc cette progressivité, elle serait, dans ton idéal, enfin en tout cas de celui que je perçois, ce sera un réel cursus progressif pendant l'internat où il y a un nombre d'heures à faire sur simulateur, de procédures à avoir réalisées en virtuel. Comment tu conçois ça? Alors ça, il y a plusieurs collèges hein, maintenant qui imposent vraiment, parce que déjà la simulation normalement c'est dans les textes, donc on est théoriquement obligé de faire de la simulation pour l'internat. Il y a des collèges qui ont vraiment défini des milestones, de dire voilà, tu dois faire tant de cette procédure-là avant telle année, etc. En orthopédie, il y en a aussi un petit peu. Alors, je ne sais pas s'il faudrait vraiment le faire de manière obligatoire, pourquoi pas, hein, en se disant voilà, il faut que tu aies des acquis comme ça, mais surtout au moins en tout cas de les proposer, quoi, de dire voilà, dans chaque centre, tu as une pièce dédiée à la simulation avec dedans bah alors soit on met un peu d'argent, on achète des modèles Upsurgeon, etc. Soit on a des cases de réalité virtuelle, une imprimante 3D avec un technicien, parce qu'il y en a dans les facs des techniciens en fait qui savent imprimer et qui peuvent imprimer des os secs. Parce que pareil, des os secs en 3D, ça coûte vraiment rien et ça suffit souvent pour comprendre l'anatomie, mettre des vis dans un bassin ou des vis en C2, etc. Donc ça, je pense que oui, il y a un plateau technique open source, un peu geek, qui pourrait vraiment être développé dans chaque centre, quoi. Ouais. Et un peu standardisé suivant les centres pour avoir à la fin du cursus du jeune chirurgien la certitude que il a balayé. Ça, ce serait l'idéal. C'est ça. L'idéal. Comme un pilote d'avion qui dit, bah, tu dois avoir fait tant d'heures de vol sur simulateur avant de te lancer. Maintenant, on dirait, écoute, ah oui, tu veux faire une alif, t'as passé montre-moi ton logbook. Est-ce que tu as passé tes évaluations? Oui, ok, bah, tu peux y aller. Ça, ce Ouais, serait, voilà. Mais ça paraît, je pense, c'est un peu le futur. ouais, mais moi, j'adore ce genre d'utopie.
parce que c'est ce qui finalement c'est ce qui nourrit les projets et je trouve ce projet vraiment très cool. T'as retrouvé une petite résonance, il y a des appuis au niveau, je sais pas, de la Sofcode, du ministère ou même de la chefferie service à la HGP. C'est quelque chose que tu souhaites mettre en place pendant Ouais, ton... moi, le fameux petit studio de simulation, moi, c'est vraiment quelque chose que j'aurais voulu mettre à Pompidou, en me disant, ce serait à mon avis, presque un argument de commercial, quoi. C'est dire, voilà, tu passes à Pompidou, ben, tu sais que tu as accès, même en garde, même en lendemain de garde, tu as envie de t'entraîner un truc, t'as pas compris, etc. Tu as une pièce bourrée de simulateurs, de modèles d'OSEC, de modèles anatomiques, presque des cadavres synthétiques que tu peux aller revoir, comprendre les voies d'abord, et même sur la traumato, tu vois, enfin, de se dire, voilà, voilà, le plateau tibial hier, j'ai pas trop compris, j'ai envie de le refaire une fois. Vas-y, tu t'éclates. Et en libre service, alors après, justement, avec plus ou moins un système de logbook où on check un peu ce que tu as fait sur l'année, le semestre. Mais moi, j'adorerais faire ça, ouais. Oui, parce que ça aussi, comment dire, ça sous-entend euh, évaluer, capter la donnée et le feedback de l'apprentissage du Alors, chirurgien. exactement. Et là, tu as des données pour des études. T'imagines ce serait incroyable, tu vois. C'est Mettre en vraiment... place des trucs de simulation et de faire vraiment à grande échelle des études où là, vraiment, tu suis les internes sur du long terme. C'est même des fois des internes qui repassent dans le service, donc on pourrait même voir, je sais pas, 2 ans après ce qu'ils ont retenu en fonction de ce qu'ils avaient fait comme simulation. Moi, je pense que là, ouais, sur le plan recherche, il y a des grosses perspectives, ouais. Ouais, ça c'est très très fort, très inspirant. Et l'autre sujet, c'est le 3D printing. Alors c'est marrant parce que l'impression 3D, c'est pareil, c'est un peu l'Arlésienne, c'est un truc dont on parle depuis des années en se disant les implants Ouais, vont être créés par des imprimantes 3D au sein des centres de soins sur mesure pour le patient. On en parlait déjà en 2013, hein, on parlait des smart screws qui peuvent comment dire, mesurer les données biométriques. On parlait des implants en titane 3D qui seraient... en fait, les boîtes, l'industrie ne produirait plus d'implants, elle produirait uniquement des schémas pour les imprimantes 3D et c'est Canon qui deviendrait le maître du monde. Aujourd'hui, bah bon, on est toujours en train de produire dans des usines. Qu'est-ce que ouais. t'en penses? Alors, de mémoire, je sais pas si ça marche toujours, mais pour les prothèses de genoux, il y en avait. Alors, elles étaient peut-être pas imprimées en 3D, mais en tout cas faites sur mesure. Donc, je pense que dans l'industrie, il y a quand même une grosse partie qui continue avec des implants sur mesure. Après, l'impression 3D, là, c'est vraiment à but pédagogique, quoi, à but intellectuel, on va dire, pas vraiment en termes d'implants. Et dans ce domaine-là, l'impression 3D, elle s'est complètement démocratisée, quoi. Là, maintenant, une imprimante 3D, on peut en avoir à 300 euros, ça coûte quasiment rien. Là, au labo, c'est qu'on avait acheté, c'était 1000 $. Enfin, tu vois, et pour ça, tu avais un monstre, quoi. On avait avec les 4 filaments au-dessus, on l'a laissé travailler la nuit, elle produisait, elle produisait, elle produisait. Et j'avais fait une petite présentation à l'Académie de chirurgie, là, justement, sur le module imprimant 3D. Et je me suis dit, ah, c'est un truc un peu novateur, tout ça. Et en fait, je crois peut-être 50%, 60% des gens qui présentaient là, bah déjà, c'était tous aussi des jeunes chefs, jeunes internes, et c'était aussi sur l'impression 3D, quoi. Donc, il y a plein de centres, il y a plein de chirurgiens en France et dans le monde qui développent ça, en chirurgie pédiatrique, tout ce qui est urologie viscérale, pareil, avec différents polymères qui reproduisent des tissus, etc. Et non, c'est vraiment en plein boom sur le plan pédagogique, quoi. Et tu penses que ça, c'est quelque chose pareil qui est alors là, on parle de modèles de patients, on ne parle pas d'implant, bien entendu, mais c'est quelque chose qui est facilement, on peut mettre en place facilement une imprimante 3D qui peut sortir des modèles dans chaque CHU pour faire du Ah ouais. training. Ouais. Ah ouais, mais même chaque centre, on pourrait même en avoir plusieurs, tu vois, ça coûte rien, quoi. Quand tu y penses, ça coûte vraiment rien. Les logiciels pour utiliser, ben, soit il y a quelqu'un de l'équipe qui se forme, c'est pas très compliqué. Et surtout, après, moi, ce que j'avais trouvé génial, ben, notamment pour la déformation, c'est que non seulement tu passes vraiment d'une planification sur écran, alors oui, où tu vois ton modèle, mais tu vois, souvent on a des scanners full spine pour les déformations. Donc là, tu peux déjà utiliser ton scanner. Un truc aussi où on avait bossé au labo chez Virginie, c'est de faire de la segmentation automatique du scan. Parce que pareil, moi, quand j'ai commencé à faire les modèles 3D, je devais détourer vertèbre par vertèbre et les nettoyer pour après les utiliser. Ça prenait un temps fou, quoi. Juste une colonne lombaire, je crois que j'avais mis une semaine tellement c'était long. Et en fait, maintenant, tu appuies sur un bouton et même des scolioses, tout ça, en quelques secondes, tu as tes modèles prêts, vertèbre par vertèbre, parfaitement propres, etc. Pas besoin de les nettoyer.
il y a énormément de chercheurs hollandais, pareil, que j'avais rencontrés à la SRS, qui avaient bossé là-dessus. Donc en fait, c'est en plein boom. Donc là, aujourd'hui, tu as ton patient que tu sais que tu vas opérer dans un mois, tu le segmentes, donc tu peux complètement jouer. J'avais fait un petit module où en quelques clics sur le logiciel, il était segmenté et il était animé. Donc après, tu pouvais par exemple étirer la colonne pour la réduire et elle se réduisait automatiquement. Et après, ajuster ta lordose, ta thoracique comme tu voulais, mais en quelques clics, tu l'as en 3D. L'imprimer après en 3D, mais pareil, les vertèbres sont individualisées. Et donc après, tu peux, moi j'avais mis des élastiques juste dans la colonne pour garder une continuité, mais jouer en 3D, on va dire, la détordre, la réduire, etc., quoi. Ça, c'est fascinant. Et je pense que c'est même pas forcément enfin, non seulement un objet pédagogique et éducatif, mais aussi un objet, t'as raison, de planification préopératoire. C'est-à-dire que Ouais, t'as ton patient, une semaine avant au staff, tu as le modèle ouais, 3D, tu sais exactement où est-ce que où vont où va aller ta visserie. Alors il y a le next step, je pense, c'est les zones de planification d'ostotomie, les zones de stiffness, quelles sont les zones qui vont te poser plus ou moins de problèmes où il va falloir être plus ou moins agressif sur l'os pour pouvoir déroter et corriger. Et puis, le soft tissue. Je pense que ouais, tout ce ah, qui ça est c'est. sur le soft tissue, il va être déterminant là, les prochaines années, j'y crois très très fort. Et ben, Bassel a bossé, j'imagine que vous y avez bossé aussi l'année dernière chez Virginie. Mais tout ça est fort passionnant. Alors, la suite pour toi, Léonard, donc il te reste encore quoi, 2 ans à faire en tant que chef à la HEGP. Et alors, c'est quoi derrière? C'est un château en Périgord, une petite activité libérale sympathique, ou tu souhaites rester dans le cursus hospitalo-universitaire, dans la fournaise parisienne et ses considérations politique, évidemment. Alors moi, le château, je dis pas non, hein, ça c'est. Châtelain, il m'en faut un Oui, avant la retraite quand même, parce que sinon c'est pas crédible. Mais non, moi j'aime beaucoup l'universitaire. Bon, dans tous les cas, moi j'aime beaucoup la recherche. Donc où que ce soit, en tout cas, je pense que la recherche, ça restera quand même une vraie. Moi, c'est ça que j'ai aussi beaucoup aimé dans mon petit cursus, on va dire, c'est qu'en fait, il n'y a jamais eu de vrai sacrifice. Tu sais, il y a des gens, la tête sur c'est horrible, etc. Là, ça a vraiment été que du plaisir. Il y en a eu des petits, mais genre 20%, quoi. Enfin, tu vois, ça a toujours été fun. Et ça, c'est aussi un truc que j'ai appris chez Virginie, que j'ai adoré. Frank Schwab, c'est ce qu'il disait aussi. Il disait, faites de la recherche, c'est génial, mais faites un truc fun, quoi. Il faut que vous ayez du plaisir à écrire, il faut que vous ayez du plaisir à vous creuser les méninges, à trouver des trucs. Donc ça, j'ai toujours adoré ça, quoi. et la Donc curiosité, oui, la ouais, curiosité. Alors, dernière question, parce qu'on finit l'entretien souvent avec cette question. Serait quoi ton conseil pour un petit là qui arrive, qui est premier semestre? Tu as dû en donner, parce que tu dois avoir des premiers semestres, mais ce serait quoi ton... ouais. Je vais redonner un conseil qu'on m'avait donné moi quand je préparais le concours, j'avais adoré ça. Il faut être geek, il faut être passionné, il faut rentrer dans le métier avec passion, même si c'est dur et des fois on a envie voilà, on a envie de tout arrêter. Faut vraiment, vraiment être geek, poser des questions, s'intéresser, pas forcément lire, mais voir des vidéos, consulter des sites web. Faut se donner à fond pour pas avoir de regrets plus tard, quoi. Moi, voilà, c'est ce que je donnerais comme conseil. Puis il faut aimer la vie, hein, parce que l'orthopédie, c'est pas tout non plus. Il y a aussi une vie à côté, donc faut ouais, réussir à être heureux. Message résolument positif et optimiste. On en a besoin en cette début d'année 2026. Ouais, je suis Merci, d'accord. Léonard Châtelain. Mille merci d'avoir Ah, participé à l'émission. À très bientôt. merci à toi surtout, Vincent, vraiment. Merci beaucoup.